Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre belle UET. Je vais vous parler de l'audiovisuel au sein du groupe Renault. Alors, je me doute que depuis ce matin, vous êtes là et vous avez entendu pas mal de conférences et c'est peut-être commence peut-être être un peu long pour vous, donc on va essayer d'aller assez vite sur la partie présentation. Ce qu'on a construit, en fait, c'est une présentation du groupe Renault où on va vous donner des éléments sur le groupe, bien sûr, mais vous allez voir avec pas mal d'extraits audiovisuels de sujets que l'on fait pour le groupe régulièrement, pour la communication interne, un petit peu pour la communication externe, mais pour la partie communication externe, c'est principalement destiné à des conférences de presse ou à des visites, par exemple, sur des visites d'étudiants qui se déroulent régulièrement au sein des usines. Donc je suis responsable d'une entité qui s'appelle Information et Images. On travaille sur l'ensemble des sites industriels France. Et puis je suis dans la communication audiovisuelle et événementielle depuis 1986, donc c'est pas d'hier. Et je suis rattaché au secteur communication Renault depuis 2006. Je m'occupe d'une entité qui s'appelle l'UET2I. C'est un petit peu une entreprise dans l'entreprise. C'est une équipe qui est au service de l'ensemble des usines de fabrication et puis des directions centrales. Ce ne sont que des experts audiovisuels. En fait, je travaille avec des gens qui sont cadreurs depuis toujours ou monteurs. Donc, c'est vraiment une équipe de spécialistes. Le groupe Renault, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est 5 marques. On a toujours tendance à penser que Renault, mais Renault, en fait, c'est 120 ans d'histoire. C'est Renault, Samsung Motor, Dacia, Lada en Russie. C'est un très gros poste, Lada. Et puis la renaissance depuis quelques temps d'Alpine à Dieppe. Pour commencer, un petit sujet qu'on a monté récemment, vous allez voir qu'il mélange des images de fabrication d'usines et puis des résultats commerciaux. C'est un exercice qu'on fait quasiment chaque année pour la communication interne sur les résultats du groupe de l'année précédente. Donc vous avez vu des choses que vous connaissez parfaitement. Il n'y a pas de grande surprise, des images, du cut, un petit peu d'After Effects pour les titrages. Des formats très courts, ça on en parlera tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les tendances actuellement dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, celle que je connais. Des formats courts et puis des montages cut avec des plans qui sont 1 seconde, voire 15 images parfois, quoi. Donc super rapide. Renault, c'est aussi une alliance. Renault, Nissan, Mitsubishi, vous en avez entendu parler récemment, pas mal, forcément pas dans le bon sens. J'imagine que vous aurez peut-être des questions tout à l'heure là-dessus. Donc Renault, Nissan, Mitsubishi, et puis des partenaires que sont Daimler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Cléon, tout près d'ici,
sont fabriqués une grande partie des moteurs des entrées de gamme de chez Mercedes. Donc c'est Renault qui fabrique les moteurs pour Mercedes. Et puis Avtovaz. Donc Avtovaz, c'est une société russe qui a été rachetée par Renault, où sont fabriqués bien sûr les Lada, mais aussi les Logan, les Duster, notamment pour le marché russe. Un grand point de satisfaction, c'est que Renault, Nissan, Mitsubishi est passé depuis l'année dernière premier constructeur mondial, donc avec un peu plus de 10 millions de véhicules vendus. Il y a 122 usines dans le monde et puis 450 000 salariés. Donc ça commence à être une entreprise d'une bonne taille. Juste un petit point pour que vous compreniez aussi, peut-être ça peut vous donner un petit peu d'éclairage sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé avec le président Ghosn. En fait, voilà, ça c'est la structure du groupe Renault. Aujourd'hui, le groupe Renault est propriétaire de Nissan et pas le contraire, quoi. Donc, il y a eu longtemps en fait une direction du groupe, de l'alliance Renault-Nissan et par conséquent de Mitsubishi aussi, entièrement pilotée par des gens de chez Renault, donc, puisque en fait au capital le groupe Renault est majoritaire avec 43,4%, alors que Nissan ne détient que 15% des parts de Renault. Et puis vous voyez en haut à gauche que l'État français possède toujours une partie non négligeable du capital du groupe. Un petit tableau comparatif, parfois c'est pareil, on a toujours tendance à dire oui, les marques françaises sont à la traîne. Non, comme vous voyez, il y a des marques comme Mercedes pourtant qui dégagent des grosses marges opérationnelles, qui vendent beaucoup de véhicules haut de gamme, mais qui sont quand même dans le bas du tableau, hein, c'est Daimler, c'est le groupe Daimler, et un groupe comme PSA par exemple, qui n'est que français, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'alliances pour l'instant, est à peine au niveau d'une partie de l'alliance Renault-Nissan. Bon, globalement, c'est à peu près l'équivalent de Renault en termes de millions de véhicules vendus. Quand on parle ici des chiffres, hein, vous voyez sur l'alliance Renault-Nissan, c'est quand même 10 millions de véhicules vendus chaque année. C'est quand même colossal, quoi. Centre de Renault à Guyancourt, le premier centre de recherche et de développement automobile en Europe. Dans cette véritable ville où travaillent plus de 10 000 collaborateurs, du design à l'après-vente, en passant par la recherche, l'ingénierie et l'aérodynamique, on trouve toute la diversité des métiers réunis pour concevoir les voitures, les moteurs, les boîtes de vitesse du groupe Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La logique architecturale du site est basée sur les trois grandes phases de la conception d'un véhicule: les études de l'amont, le développement de projets et la réalisation de prototypes. La qualité de vie du site est au cœur même de cette architecture, une petite ville où tout est accessible à pied. Les aménagements intérieurs et extérieurs en font un véritable lieu de vie. Le Technocentre fait actuellement l'objet d'un vaste programme de rénovation et de transformation qui a pour objectif de favoriser le travail collaboratif. C'est le programme ITCR. Les futurs aménagements doivent permettre de répondre aux nouvelles méthodes de travail, agiles et collaboratives. Afin de répondre au mieux aux attentes des clients, les collaborateurs du Technocentre sont en lien permanent avec les centres de design et d'ingénierie implantés dans le monde entier. Des outils de conception et de validation numérique sont à la disposition des équipes. On trouve par exemple au Technocentre 5 murs d'images virtuelles et de visualisation immersive à échelle 1. Ces outils de très haute technologie permettent de valider la qualité perçue des véhicules avant qu'ils ne soient dans la rue. Des simulateurs immersifs et de conduite sont utilisés par toutes les directions d'avant-projet, l'ingénierie, le design et le produit pour concevoir et valider les interfaces homme-machine et leur ergonomie. Le Technocentre, c'est un concentré de technologie, de compétences et d'équipements de pointe. Par exemple, le simulateur de conduite dynamique C-Cars permet d'étudier le comportement du conducteur, notamment le tracking de la tête et du regard. Le Technocentre, c'est le cœur du développement des véhicules de demain, des voitures électriques, connectées et autonomes. Alors pourquoi je vous montre ce sujet ? D'une part, parce que ce que vous voyez là, c'est pas de la science-fiction, hein. Ça existe vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas le siège du Technocentre, le siège se trouve à Boulogne, le Technocentre se trouve à Guyancourt.
si vous avez pu remarquer les plans de tournage, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus d'images posées. Le pied, maintenant, ça commence à être accessoire. Et donc, c'est que des plans avec des sliders, des caméras stabilisées, comme vous utilisiez tout à l'heure. Voilà, on est beaucoup sur de l'image en mouvement, assez lent sur des sujets comme ça, mais voilà, la tendance, c'est un peu ça. L'équipe dont je m'occupe intervient sur tous les sites, je vous disais, tous les sites industriels France, et puis aussi, bien sûr, les sites comme le Technocentre. À l'exception de Villeurbanne, bon, là, qui fait partie des implantations industrielles du groupe en France, mais sur lequel on va rarement, voire jamais. Sinon, voilà, notre terrain de jeu, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, on va faire des images à Batilly, et puis le lendemain, on peut être à Caudan, en Bretagne. Bon, c'est pas tout à fait le cas parce qu'on s'arrange pour entre deux faire un sujet au Mans, mais en gros, voilà, on rayonne sur tout le nord de la France et globalement, tout ça, c'est réparti à peu près à 50% entre des usines qui font des véhicules, comme Flin par exemple, où la Clio, la nouvelle Micra sont fabriquées, la Zoé, des véhicules utilitaires sur Sandouville ou le Kangoo sur Maubeuge, et puis des moteurs à Cléon, des boîtes de vitesse à Ruitz, des châssis au Mans, etc. Un petit point qui peut forcément peut-être vous intéresser, le groupe s'investit beaucoup dans l'éducation et dans la formation. C'est 80 bourses d'études par an qui sont versées dans 18 pays. L'égalité homme-femme également. Et puis, dans la partie apprentis stagiaires, c'est 3400 stagiaires et apprentis qui sont accueillis au sein du groupe chaque année, avec plus de 3 millions d'heures de formation. Un petit point sur les voitures de sport. Renault, c'est aussi les véhicules Renault Sport, Clio RS et Mégane RS, et puis également l'Alpine, fabriquée à Dieppe. Voilà, un petit sujet par exemple, purement sur un produit. Ça peut paraître simple, mais derrière ça, il y a quand même pas mal de travail parce que c'est forcément un produit un peu luxueux sur lequel il a fallu soigner les éclairages, soigner les prises de vue, avoir un petit peu de mouvement dans l'image. C'est parfois plus compliqué de faire un sujet comme ça que de faire des sujets en usine. Renault, c'est également toute une gamme de véhicules autonomes et connectés qui démarre bientôt. On a réalisé d'ailleurs un petit sujet que je vais vous montrer tout près d'ici, donc au Technopole au Madrier, sur les nouvelles Zoé connectées et autonomes.
Donc ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel, en termes de tournage, on a passé à peine une journée. Par contre, il y a un peu de post-prod derrière, parce que forcément, les incrustations, tout ce qui a été un petit peu trucage, ça demande au moins autant de temps, mais ça, je pense que vous le savez tous, que le tournage, quoi. L'UET2I, comme je vous le disais, c'est une équipe d'experts dans l'audiovisuel, bien souvent soutenue par des gens de chez vous, parce que on a accueilli depuis 3 ou 4 ans, on a accueilli chaque année au moins des stagiaires en fin de parcours. Alors je sais, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, mais j'ai déjà été sollicité par 3 ou 4 personnes, enfin 3 ou 4 candidats parmi vous. Il se trouve que l'actualité du groupe et puis un petit peu la tendance économique, notamment du site de Cléon, fait qu'on n'a pas encore d'ouverture de cases sur les stagiaires pour la période 2019. Donc voilà, je ne sais pas si on pourra répondre positivement cette année ou pas, mais en tout cas, c'est inscrit dans le marbre, et puis on essaye chaque année d'accueillir des gens de l'IUT. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre terrain de jeu, 7 usines dans le pôle ouest et puis 4 usines dans le pôle nord, donc avec les différentes usines qui fabriquent les véhicules, les moteurs, les châssis des sites de fonderie. Alors à chaque fois, forcément, c'est des images de la production, c'est des images des vues aériennes. On est équipé de drones aussi. On a dû passer nos brevets de pilote de drone, parce que ça fait partie maintenant des prérequis pour faire de la production audiovisuelle. Et on répond également aux demandes du groupe et aux directions centrales sur facturation, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une petite entreprise dans un grand groupe, et on fonctionne en fait comme une entreprise extérieure, c'est-à-dire qu'on facture nos prestations, on fait des devis, on est une entreprise indépendante quasiment.
Voilà, ça c'est le schéma type des sujets que l'on fait pour des usines, donc qui servent de films de présentation, que ce soit pour les institutions, que ce soit pour les visites d'étudiants, pour les conférences de presse. C'est un peu la plaquette de l'usine, quoi. Nos missions au sein du groupe, comme je vous disais, donc des vidéos corporate, comme le premier exemple que j'ai pu vous montrer, des vidéos de présentation des sites, beaucoup d'interviews, des interviews de grands patrons, des interviews de chefs de projet, sur des nouvelles technologies mises en place, des témoignages aussi de salariés, des micro-trottoirs sur qu'avez-vous pensé des améliorations qui sont en place, que pensez-vous de ce nouveau véhicule, etc. Beaucoup d'interventions de VIP group. Aujourd'hui, forcément, le groupe grossissant, les têtes de pont ne peuvent plus se couper en quatre. Et donc, quand on a des grands patrons qui doivent être présents sur une intro de convention à la fois à Tokyo, au Brésil, en Afrique du Nord et en France, c'est compliqué. Donc, ils nous sollicitent de plus en plus pour faire en fait des messages vidéo qui les remplacent au lieu d'être en présentiel sur des conventions. C'est un film d'introduction. Quelques vidéos process et puis des reportages d'événements. On a eu l'année dernière des journées portes ouvertes à Cléon. Donc là, on est plus dans le cadre festif et donc on couvre ces événements un peu comme vous pouvez le faire aujourd'hui, quoi. Et puis, de plus en plus aussi, ça devient quasiment systématique maintenant, sur tous les sujets qu'on réalise, on assure les sous-titrages français-anglais. Il y a d'autres sous-titrages qui sont réalisés, bien sûr, dans d'autres langues. Nous, on n'est plus en capacité de le faire en termes de nombre de personnes, quoi. Comme je vous disais, voilà un petit peu notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que quand on reçoit des demandes clients, on fait une étude de faisabilité, est-ce qu'on est capable de répondre dans les délais, parce que ça, faut que vous soyez conscient de ça aussi, c'est que dans l'audiovisuel industriel aujourd'hui, le délai c'est pour hier. Donc on vous téléphone aujourd'hui en vous disant on tourne demain, on monte après-demain, c'est livré vendredi, parce que la convention c'est vendredi après-midi. Donc ça laisse peu de temps à la création, ça laisse peu de temps à l'erreur. Donc on a le droit de dire non et nous ça nous arrive très très souvent de dire non, on peut pas, dans la charge c'est pas possible de placer cette demande. Si c'est possible, on rentre ça en entrée de charge, on planifie, en parallèle on fait un chiffrage. J'entendais tout à l'heure sur l'intervention précédente une question sur les devis. C'est pareil, voilà, on fait un devis, même si nous, là, il n'y a pas d'échange d'argent, parce qu'en fait, on ne va pas facturer notre client Renault, puisque nous-mêmes, on est Renault, mais par contre, en fait, on fait un transfert de charges entre les différents centres de frais, c'est-à-dire que nous, notre centre de frais, qui est un petit peu notre compte en banque, est alimenté par les centres de frais des différents clients que l'on a, et c'est un petit peu comme si on échangeait de l'argent, mais ça reste au sein de l'entreprise. Une fois qu'on est d'accord sur la partie chiffrage, validation, et puis que le client a accepté notre prix, à ce moment-là, on commence la conception, pas avant, parce que ça nous arrive souvent d'avoir des refus par rapport au budget. Donc on ne commence à travailler sur le sujet que quand on est sûr de pouvoir être payé à l'arrivée. La conception, l'organisation du tournage, le planning opérationnel, la logistique, la préparation du matériel, et puis derrière ça, la réalisation du sujet, donc captation, montage, trucage, finalisation, sous-titrage et compagnie. Une fois que cette partie jaune est terminée, on passe dans le vert, on envoie un premier sujet de validation donc au client. Derrière ça, bien souvent, malheureusement, il y a des corrections. Et puis derrière ça, on fait la livraison du sujet définitif, une partie facturation et puis partie archivage et partage du sujet. Les contraintes, comme je vous disais, des demandes multiples et sans délai, de moins en moins de temps malheureusement à consacrer au sujet. C'est pour ça que on est arrivé maintenant sur beaucoup de sujets à faire de la captation, du tournage et à faire du montage cut. Des trucages compliqués, c'est de moins en moins souvent. D'où l'intérêt et l'importance de ne pas se focaliser sur la partie technique
en se disant c'est l'habillage du film qui va faire le sujet. Non, c'est vraiment la conception du message qu'il y a dans le sujet et puis les images qu'on va choisir qui font que le sujet va marcher ou pas. Mais en tout cas, c'est pas l'habillage et toute l'ornementation qui feront que le sujet sera efficace ou pas. Une des contraintes aussi, c'est que on est souvent seul. Les gens de mon équipe travaillent souvent seuls. On est obligé de gérer le cadre, gérer l'éclairage et gérer le son. Bon, quand il y a des caméras stabilisées ou quand il y a des drones, on arrive parfois à être deux sur des tournages, mais c'est quand même pas, ça ne devient plus très très fréquent. En tout cas, chez nous, on n'est pas dans la configuration du type agence de production où il y a un éclairagiste, un réalisateur, un ingénieur du son, un cadreur, voire un assistant. Les équipes sont super réduites. Un point dont on discutait tout à l'heure, c'est le droit à l'image. Alors le droit à l'image pour nous c'est un peu compliqué parce que les sites sur lesquels on intervient, c'est des sites où on a comme à Cléon 5000, 5500 personnes et malgré tout, pour tous les sujets que l'on fait, on doit faire signer des droits à l'image à l'ensemble des salariés qui apparaissent à l'écran. Donc c'est compliqué de les faire signer parce que autant quand quelqu'un est à son poste de travail, s'il est filmé, il ne va pas forcément dire grand-chose. Par contre, à partir du moment où on lui amène un papier, et là, il faut qu'il signe, il a l'impression qu'il s'engage sur quelque chose, et ça devient encore un petit peu plus lourd à gérer. Et puis après, derrière ça, il faut archiver tout ça, et puis le jour où il y a un problème, il faut retrouver la bonne autorisation sur le bon sujet et compagnie. Milieu industriel, bruyant, dangereux, et puis port de tous les équipements de protection, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est cadreur qu'on échappe à tout ça, c'est-à-dire que quand on est en atelier, on a les gilets fluo, on a les chaussures de sécurité, dans certains endroits, on a la casquette, on a les lunettes de protection. Bon, faire du cadre avec ça, c'est pas toujours non plus très très facile. Et puis les contraintes, mais ça maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs partout, un habillage charté, charté groupe avec des polices définies, avec des couleurs définies, on met pas du rouge, du bleu où on veut, comme ça, quoi. Pour la partie préparation, ça c'est un point assez important parce que tous les stagiaires de l'IUT qu'on a pu recevoir parfois sont un peu surpris au début. On a vu plusieurs fois des stagiaires arriver en disant bon bah ok, il y a un sujet à tourner, je mets mes chaussures de sécurité, je prends la caméra, j'y vais quoi. Non, nous on travaille pas comme ça. La première chose, c'est de savoir quelles sont les attentes du client, quelle est la cible, comment va être utilisé le sujet, est-ce qu'on s'adresse à des opérateurs, est-ce qu'on va s'adresser à des cadres, est-ce que c'est un sujet qui va partir à l'extérieur, auquel cas il y a peut-être des images qu'on n'a pas envie de montrer sur certains process, sur certaines fabrications. Donc, d'où l'importance de préparer un minimum les sujets. Quand je dis les préparer, c'est pas juste dans sa tête, c'est les préparer physiquement, c'est avoir un cahier des charges du client pour qu'il exprime son besoin clairement. Et de votre côté, c'est écrire un synopsis avec les différentes parties que vous imaginez. Une fois que c'est déjà écrit sur le papier, la vision est déjà plus claire du sujet. Et puis quand vous allez arriver sur le lieu de tournage, vous savez de quoi vous avez besoin, de quel plan et de quelles interviews. Les accès sur les lieux de tournage en usine, c'est compliqué aussi parce que les usines sont un peu protégées. Donc du coup, ça veut dire que il faut s'être fait connaître avant, il faut que l'immatriculation du véhicule soit enregistrée. Donc même nous qui sommes Renault, on rentre pas comme dans un moulin au technocentre où vous avez vu, là, il y a du design véhicule et compagnie. Faut montrer patte blanche et ça peut vouloir dire des fois une demi-heure, 3/4 d'heure d'accès pour déjà rentrer sur le site. On n'a encore pas descendu une caméra, on n'a encore pas branché un câble, mais il s'est déjà écoulé 3/4 d'heure entre le moment où on arrive et le moment où on commence à pouvoir enfin travailler. Et puis, moi qui suis en charge de l'équipe, c'est aussi de préparer des feuilles de route claires, parce que quand la personne ou les personnes partent sur un tournage, une fois qu'elles sont sur un site de 5000 personnes, à qui on s'adresse, quel est le contact de la personne,
Tout ça, c'est de la formalisation, mais c'est super important dans notre métier. Puis bien sûr, avoir les autorisations de tournage qui vont bien. Je pense notamment aux drones, hein, parce que ça, c'est devenu super tendance. Sauf que un tournage en drone, tout bête, hein, les images que vous avez vues là sur Cléon, sur le Technocentre, c'est nous qui les réalisons. Cela dit, ça veut quand même dire, outre le fait d'avoir passé le brevet, d'avoir déposé un manuel d'activité particulière en préfecture, d'être inscrit, d'avoir identifié le drone et compagnie, ça veut quand même dire, avant le tournage, faire une déclaration qui auparavant était faite en préfecture, mais maintenant qui peut également se faire en ligne. Mais c'est aussi de la préparation pour se couvrir, parce que on tourne pas, par exemple en région parisienne, on tourne pas comme ça, on décolle et puis hop, ça y est, ça tourne. Non. Quelques exemples de choses qu'on a mis en place. Vous voyez par exemple sur la gauche, une demande de réalisation simple. Quand on dit cahier des charges, c'est pas forcément non plus le catalogue de la Redoute. Ça peut être des choses très très simples. On identifie le film, qu'est-ce qu'on veut comme première partie, qu'est-ce que le client imagine comme titre, comme illustration, comme message à faire passer, comment va être géré le générique de début, la fin, et puis en bas, vous voyez les modalités de reportage, quelle heure de rendez-vous, ou quel est le contact, portable, mail et compagnie. Voilà, c'est un document qui peut tenir sur un A4 recto verso, mais pour nous c'est super précieux, parce que quand on arrive en montage, on se pose déjà plus la question de, au fait, cette partie-là, comment ils veulent la titrer, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Alors, sur les sujets où nous, on est réalisateur et où on est force de proposition, c'est bien, on décide à ce moment-là de ces parties-là, mais sur les films où on a un petit peu un script imposé, c'est bien d'avoir ces éléments-là. Et puis les feuilles de route, comme vous voyez en haut à droite, c'est tout simplement pour ne pas oublier le petit détail qui tue. Il nous manque le HF, on n'a pas pris les piles, on a pris la caméra mais pas l'objectif. Enfin, bon. Donc voilà, c'est un peu c'est des checklists informatiques, et puis en fonction du sujet qu'on a à tourner, on prend la bonne checklist, et puis au moins chacun peut pointer le matériel. Ça nous arrive aussi des fois, quand on a des plannings super chargés, que ça soit pas l'opérateur lui-même qui prépare son matériel avec sa voiture, mais que ça soit quelqu'un d'autre. Ça peut permettre à l'opérateur de faire lui la checklist, et c'est quelqu'un d'autre qui prépare, ou au moins de pouvoir vérifier juste avant de partir que son collègue qui a préparé le matériel, il a bien mis ce dont il avait besoin, quoi. Donc ça, voilà, c'est des petits outils qui sont pas compliqués à mettre en place, mais qui, au quotidien, nous sauvent la mise. Je vais vous montrer juste un petit extrait d'une interview d'un patron. En fait, ce que nous on fait pour les interviews, c'est bien sûr d'envoyer les questions en amont, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur une interview et puis d'avoir quelqu'un qui... Ouais, mais qu'est-ce que je vais vous dire, j'ai rien à raconter, bon. Donc déjà, ça c'est du temps de perdu. Si possible, quand on a des interviews avec prompteur, c'est de recevoir les discours en amont, ce qui nous permet de mettre les textes dans les prompteurs auparavant. Et voilà, c'est déjà calibré, c'est déjà formaté, quand on arrive, on tourne. Et puis contrôler le temps de parole, une petite astuce, nous on calibre à peu près à 150 mots par minute. Ça veut dire que un intervenant qui nous dit « moi je voudrais faire une intervention de 2 minutes montée », on sait que 2 minutes montée, c'est à peu près 300 mots sur un Word. Si le gars il nous sort 3 pages à 4, on sait déjà que ça ne tiendra pas dans le délai, quoi. Donc d'où l'avantage de recevoir le discours en amont. Vous recevez, comme ça nous arrive très souvent, 5 pages à 4 en police 12, c'est juste pas possible, quoi. Vous savez déjà que le gars il est parti pour 10 minutes de discours. Et puis quand il vous dit « ah oui, il faudra pas que ça fasse plus de 2 minutes », c'est pas possible. Cléon, c'est d'abord la plus grosse usine de mécanique de Renault dans le monde. C'est une usine de 5300 personnes qui fait à peu près 1 million de moteurs par an. Et c'est surtout la 4e usine en termes de performance dans le monde de l'automobile et dans le monde de la mécanique. Le chiffre d'affaires de l'usine, c'est 2 milliards d'euros, c'est colossal. Et l'investissement, depuis 2015, c'est 700 millions d'euros pour transformer l'usine. D'abord à l'évolution de mix entre le diesel et l'essence, et puis surtout pour préparer l'avenir
avec le moteur électrique. Donc là, vous voyez, interview typique d'un patron, en l'occurrence l'ancien patron de Cléon. Comme vous avez pu le voir, les interviews, ça se fait plus dans les bureaux, c'est au cœur même de la production, donc avec les contraintes qu'on évoquait tout à l'heure, un milieu bruyant où parfois il faut jongler un petit peu au niveau du son pour pas être gêné, et puis du sous-titrage qui accompagne le texte. Les tendances, l'humain au cœur du sujet, on met les hommes et les femmes bien sûr en avant sur quasiment toutes les productions, des sujets très courts. Quand je dis 5 minutes, c'est même très large parce qu'on est plutôt sur des formats de 3 maintenant. Des vidéos musicales avec des titrages, des plans d'une seconde voire moins, des sélections musique bien sûr pour faire un montage synchro dessus. L'esthétisme, ça je sais que vous travaillez déjà sur des C100 ou C300 ou même des réflexes, donc en fait le but c'est d'avoir une belle profondeur de champ. Et puis de plus en plus, comme je vous disais, des osmos et puis des drones sur les tournages pour avoir du mouvement, pour avoir des vues aériennes. On s'interdit encore un petit peu les drones dans les ateliers au-dessus des lignes et au-dessus des gens. On n'est pas encore trop fan chez Renault. Ça se fait, mais on est prudent avec ça, quoi. Prompteur sur un grand nombre d'interviews. Et puis des sujets en animation 2D, 3D. Là, c'est un petit exemple. Contrairement à tout ce qu'on vient de voir, ce sujet-là, c'est pas nous du tout qui l'avons monté. Tout comme les images de synthèse que vous avez pu voir tout à l'heure, où on passe par une société parisienne qui s'appelle Page Écran, qui fait de l'image de synthèse. Et là, le petit sujet sur l'usine du futur, c'est eux qui l'ont monté aussi. Ce que vous allez voir là sur l'usine du futur, c'est vraiment la réalité. Si vous venez dans une usine comme Cléon, sachez que vous pouvez par exemple demander à visiter l'usine tous les mercredis après-midi. Et donc il y a des visites qui sont guidées au sein de l'usine. Vous verrez tout ça, les exosquelettes, les chariots autoguidés, la robotique, enfin tout ce que vous allez voir, c'est la réalité aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre prestation. Je voudrais vous demander l'équipement que vous utilisez, L'équipement sur les prises de vue? c'est ça. De caméra, de drone. Alors les drones, c'est presque tout le temps des fantômes. Phantom 3, Phantom 4. Et puis au niveau des caméras, on est assez friand de la série C100, C300. Après, on a des caméras, on a des Osmo pour du complément mobile. On a laissé un peu tomber tout ce qui est
système GlideCam et compagnie, parce que trop lourd, et quand on arpente des ateliers avec des grandes surfaces, se promener avec tout ça, c'est juste un peu trop compliqué, quoi. Donc ouais, les séries C100, C300, alors on n'utilise quasiment jamais de réflexe. Pourquoi? Parce que bien souvent, à un moment donné ou à un autre, on a du son, on a de la captation de son, et on ne veut pas non plus avoir à faire, en plus de tout le reste, avoir à faire de la resynchro derrière. Donc l'avantage, c'est qu'on rentre nos HF directement sur la caméra, et puis on fait la captation son en même temps que la captation image, quoi. Merci. Alors moi, je me suis posé une question samedi, totalement par hasard, en regardant Turbo sur M6. Je me demandais, parce que vous savez, dans leur émission, c'est souvent des Renault et des voitures. Je me demandais, dans le cadre des essais ou des présentations, par exemple, c'était la présentation de nouvelles Clio dans le Turbo de Saxonnet. Ouais. Est-ce que c'est Renault le commanditaire, ou est-ce que c'est M6 qui vient vers vous, ou d'autres chaînes dans votre destination? Alors non, il y a un service presse Renault qui est plutôt efficace, et c'est vraiment Renault qui sollicite la presse. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que ça va vous parler, on a reçu cette semaine sur un des sites industriels Hugo Posé, qui est un youtubeur français que vous connaissez peut-être, moi je ne le connaissais pas personnellement. Dans ce cadre-là, par exemple, c'est Renault qui a sollicité ce youtubeur, comme on le fait aussi maintenant beaucoup pour les blogueurs, tout simplement parce que ce sont des influenceurs, et il n'y a plus uniquement la presse écrite et la presse télévisuelle qui sont aujourd'hui influenceurs, donc on sollicite aussi des gens comme ça. Alors évidemment, des émissions spécialisées dans l'automobile sont en relation étroite avec les constructeurs automobiles, notamment les constructeurs automobiles français, parce que d'un côté, nous on les sollicite, mais eux ils ont aussi besoin de matière. Donc forcément, qui demandent à être invités sur des salons de Genève, sur des choses comme ça. Mais en même temps, voilà, nous, dès qu'on a un nouveau produit qui sort, bien évidemment, on les sollicite. Par contre, il y a une règle absolue, c'est que jamais un film produit n'est utilisé. Par exemple, si on sort un film produit sur Clio, sur Alaskan, dans une configuration particulière, avec une mise en scène particulière, jamais ces images-là ne sont utilisées pour la presse. La presse qui ne dispose pas de beaucoup de moyens, ou du moins qui ne mettrait pas en valeur complètement le produit, à ce moment-là, on leur fournit des bobinopresse. Et donc, pour tous les produits, et même d'ailleurs, quand je dis tous les produits, c'est pas forcément le véhicule terminé, hein. Un moteur électrique à Cléon, par exemple, Cléon étant le seul site à fabriquer du moteur électrique, on a fait des bobinopresse avec des belles images, avec le cuivre qui brille, avec des environnements de travail très propres, etc. Des opérateurs qui ont les bons EPI, enfin tout dans le meilleur des mondes, quoi. Et à ce moment-là, on fait des bobinopresse et on remet ces bobinopresse aux agences de presse. Bonjour. Moi, je voulais savoir si on peut demander de plus en plus de vous adapter à différents médias, notamment Internet. Alors après, j'ai l'impression que vous faites surtout de la communication interne. Oui, on fait de la communication interne surtout. L'adaptation aux médias, il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire que les sujets que l'on fait, je pense notamment par exemple à tous les sujets sur le recrutement. Renault a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter sur des métiers spécifiques. Donc on a des campagnes sur LinkedIn, sur YouTube, sur tous ces supports-là, en fait, sont issus de supports qu'on pourrait utiliser en salle de conférence, qu'on pourrait utiliser sur du média traditionnel. Il n'y a pas beaucoup d'adaptations. Les seules adaptations qu'on nous demande aujourd'hui, c'est plutôt des adaptations sur des formats smartphones.
On a une application Renault qui s'appelle Insider, et du coup, dans ces publications-là, des fois, on prend le parti pris de faire du tournage portrait plutôt que du format paysage habituel, quoi. Donc, mais il n'y a pas de... En fait, c'est plutôt à la livraison du produit. Si on nous dit, par exemple, on va diffuser dans un amphi, sur des grands amphis où on a des écrans qui font 10 mètres de base, par exemple, on va être sur de la très haute résolution. Si on sait que ça va finir sur YouTube, évidemment, on va faire un encodage léger et puis on va livrer le même sujet, mais avec un encodage différent, quoi. Mais c'est vraiment à l'encodage que ça se passe, pas tellement au niveau ni de la réalisation, ni de la captation, ni du montage. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pu comprendre que du coup, au niveau des stagiaires, c'était compliqué à Cléon, mais est-ce que vous savez ce qu'il en est pour le recrutement chez Alpine, à Dieppe? Même pas forcément des stagiaires, le recrutement global chez Alpine, est-ce que vous savez ce qu'il en est? Alors, en fait, le recrutement aujourd'hui chez Renault, il est un petit peu sectorisé. C'est-à-dire que on fait appel, je vais être transparent avec vous, sur tous les métiers d'assemblage. En fait, dans l'automobile, il y a deux grands métiers. Alors, je mets à part les fonctions support, hein, la communication, les RH, l'informatique, etc. Tout ça, c'est des fonctions support. Il y a quelques années, on a défini qu'il ne fallait pas plus d'une personne en fonction support pour 4 personnes en production. Bon, déjà, ça pose le cadre. Moi, quand je suis arrivé chez Renault, c'était à peu près 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il y avait autant de gens dans les bureaux que de gens en atelier, quoi. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Dans l'automobile, il y a deux grands métiers que sont l'usinage et l'assemblage. L'usinage, des techniciens usinage, c'est des gens qui vont conduire des lignes d'usinage avec des pupitres de programmation, comme vous avez pu voir tout à l'heure, avec des contrôles visuels qualité, avec un savoir-faire sur des changements d'outils, etc. Ça, c'est des métiers vraiment spécifiques sur lesquels Renault recrute. Parce que on va devoir former ces gens aux outils spécifiques ou à la production ou aux machines-outils. Et donc, Renault va investir sur le long terme sur ces personnes-là parce qu'il va y avoir un accompagnement au niveau de la formation. L'assemblage, c'est différent. L'assemblage, demain, tu viens chez Renault, on te met sur un poste. Premier jour, tu vas être sous l'eau, tu vas avoir un moteur sur 2 qui va passer, tu ne vas pas avoir le temps d'assembler toutes les pièces dessus. Et puis, au bout de 8 jours, tu es à l'aise et tu vas pouvoir remonter 2 postes avant pour aller discuter avec les copains, quoi. Donc, sur l'assemblage, aujourd'hui, malheureusement, on utilise beaucoup d'intérim. Parce que c'est un moyen simple d'adapter la production. Si on a beaucoup de demandes, si on a beaucoup de commandes, là, vous avez vu tout à l'heure, hein, une usine comme Cléon, c'est à peu près 1 million de moteurs par an. Donc, c'est quand même c'est colossal. On sort globalement entre 4000 et 4500 moteurs par jour. Du coup, ça veut dire que voilà, les cadences, c'est quand même pas de tourpeau, quoi. Donc, en fait, on a adapté. Là aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, à Cléon, il y a 5500 salariés, il y a 4000 Renault et il y a 1500 intérimaires. Donc, une grosse partie de l'adaptation du volume de production se fait par l'intérim. Pour une usine comme Dieppe, comme Alpine, c'est différent. Alpine, et notamment cette Alpine-là, il faut savoir que historiquement, il y a eu Alpine, il y a eu les grandes années Alpine, et puis ensuite Alpine a perdu voilà, ses A310, ses berlinettes, tout ça, il y avait plus ces véhicules de sport, et donc Alpine fabriquait principalement des Clio RS et des Mégane RS. Ces véhicules-là, c'était des véhicules de série sur lesquels on montait un petit peu d'accessoires sportifs, mais ce n'était pas vraiment des véhicules de sport. Là, aujourd'hui, l'Alpine, c'est un châssis intégralement aluminium. C'est des voitures pointues avec des gens super calés. Moi, je les ai vus travailler, les gars chez Alpine. C'est vraiment des mécanos de pointe. C'est des gars qui peuvent, le week-end, vous démonter la voiture de A à Z et puis vous remonter tout dans l'ordre, quoi. Donc, pas question sur ces postes-là de faire venir des intérimaires ou des gens dont ça ne serait pas vraiment le métier de base, où on se dirait, bah, avec un petit peu de formation, peut-être qu'il va y arriver. Non, c'est vraiment des gens pointus, quoi. Alors après,
pareil, hein, sur la production c'est une chose, sur les fonctions support, notamment la communication, l'audiovisuel, etc., il y a toujours des opportunités. Il faut savoir que Dieppe c'est un tout petit site, contrairement à des usines comme Cléon. Aujourd'hui Dieppe c'est 300 personnes, quoi. Donc évidemment, pour vous donner un ordre d'idée, si je parle même pas de mon équipe, l'équipe communication de Cléon aujourd'hui c'est 7 personnes, à Dieppe c'est 1. Donc évidemment, autant nous sur 7, on peut prendre, là actuellement c'est le cas, on a 2 apprentis en alternance, sur un responsable com, il va avoir un demi ou un quart d'apprentis. Alors quand je dis un quart d'apprentis, c'est pas qu'on vous coupe en rondelles, hein. C'est juste que en fait on partage un apprenti, par exemple communication avec les RH, ou bon c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc recrutement chez Alpine actuellement, c'est pas encore. Faut attendre que ça prenne. C'est quand même un produit qui est sorti très très récemment. Les ventes de mémoire, je crois que l'année dernière, c'est 2000 Alpines qui ont été vendues. On est quand même sur c'est de la production quand même de niche, hein. C'est pas de la grande série, quoi. Pas d'autres questions? Aussi, je pensais, pour rebondir à une question que j'avais posée, c'est est-ce que le matériel que vous avez il est mis à disposition par Renault ou loué à des boîtes d'audiovisuel à côté? Non, c'est le vôtre. Oui, c'est le nôtre. En fait, moi, je suis arrivé chez Renault en 2006. J'étais issu, enfin, je venais déjà d'une société de production audiovisuelle et d'emblée, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, notamment sur les délais, si on commence à devoir aller chercher un prompteur à Paris, aller chercher un drone à Caen, et puis c'est pas possible, quoi. Donc, alors ça a mis un peu de temps, hein, parce qu'au début, on a pleuré pour avoir une caméra, un pied, un peu comme j'imagine vous avez eu le cas ici, hein, c'est-à-dire que l'équipement, ça vient pas d'un seul coup en une semaine, mais aujourd'hui on a un très bel équipement. On a plusieurs stations de montage, on a plusieurs unités de tournage, on a plusieurs drones, donc oui, ça commence à être efficace. Étonnamment, ce qu'on a le moins chez Renault, c'est les voitures.